On pense souvent que la broderie est décorative, mais si c'était avant tout une manière de raconter, de relier et de réparer. Aujourd'hui, je reçois 2 invités dans le cadre de cet épisode. Louise Darvaux, qui est une brodeuse chevronnée, qui est formatrice chez Métiers et Traditions, et Nancy Vanas, une élève passionnée. Un duo inspirant où le savoir s'échange entre les mains. Louise, tu pratiques la broderie depuis plus de 25 ans et tu l'enseignes depuis plus de 20 ans. Comment as-tu eu la piqûre pour la broderie? En fait, j'ai toujours aimé agencer les couleurs de fil et les textures de tissu. On peut dire que j'ai eu la piqûre quand j'ai visité l'Économusée Les Brodeuses à Montréal, où j'ai suivi plusieurs formations. Par la suite, je suis allée en France pour quelques perfectionnements. Nancy, la passion est beaucoup plus récente pour toi. Comment as-tu eu ton premier contact avec la broderie? Ben moi, j'ai brodé une fois à l'adolescence, comme à peu près tout le monde, mais ma curiosité a vraiment été piquée lors de mon dernier voyage au Mexique. Je voyais toutes les broderies colorées sur le vêtement des femmes, puis je me disais, je pourrais essayer d'en faire. Fait que j'ai suivi un premier atelier de dessin brodé avec Louise, puis ça fait 3 ans de ça. Puis après ça, j'ai vu tout le potentiel de ce médium-là, puis j'ai dit, je vais m'inscrire à un vrai cours donné par Louise chez Métiers et Traditions. C'était Sachiko, je pense. Puis après ça, j'ai suivi plusieurs formations. Mais si je peux dire, je m'intéresse à toutes les dimensions de la broderie aussi. J'ai apporté des encyclopédies. Moi, je trouve que c'est un art qui est très répandu dans le monde entier. On en voit dans toutes les traditions depuis la nuit des temps, les Ottomans, en Chine, en Afrique. Alors, c'est ça, je trouve que c'est très noble comme art, la broderie. Mm-hmm. Mais justement, Métiers et Traditions a créé vraiment un lien fort entre vous deux. Comment cet organisme facilite justement ce jumelage maître-élève? En fait, Métiers et Traditions me permet de transmettre mon savoir-faire puisqu'ils s'occupent de la publicité pour les inscriptions. Ils me fournissent un local bien éclairé dans une maison ancestrale. Ensuite, il y a aussi une bibliothèque bien garnie que les élèves peuvent consulter et une exposition des différentes broderies que j'enseigne. C'est vraiment par sa structure organisationnelle que Métiers et Traditions me permet de communiquer ma passion. J'irais jusqu'à dire à contaminer les personnes. C'est ce qui est arrivé à Nancy. Oui, c'est vrai, tu m'as inoculé le virus de la broderie, Louise. C'est pas compliqué. La broderie chez Métiers et Traditions, c'est Louise. Sans Louise, il n'y a pas de broderie chez Métiers et Traditions. Elle est tellement patiente, puis bonne pédagogue, puis généreuse qu'on se sent vraiment en confiance avec elle. Puis elle connaît son affaire, là, elle a étudié avec plein de grands maîtres dans le monde. Puis je trouve qu'on est très chanceux chez Métiers et Traditions d'avoir accès à cette encyclopédie vivante-là. Puis Métiers et Traditions permet une vraie transmission parce que ça soit avec les cours qu'ils offrent ou avec les samedis de brodé, où là, c'est des ateliers le samedi, soit l'avant-midi, l'après-midi. Chaque brodeuse arrive avec son projet, son ouvrage, puis Louise est là avec sa fidèle complice Sylvie, puis il nous aide, puis il nous offre même des petits mini-ateliers d'initiation à différents types de broderie. C'est vraiment c'est une belle communauté de femmes, puis on est bien. Puis grâce à Louise, évidemment. Il y a beaucoup de techniques de broderie qui nous viennent vraiment des 4 coins du monde. Il y a le bouti en Provence, il y a le sashiko au Japon. Est-ce qu'il existe une manière québécoise de broder? En fait, au Québec, notre signature, c'est la broderie Richelieu. Ça nous vient de la France, du 17e siècle. Le cardinal Richelieu a donné son nom à la broderie, mais cette broderie-là venait de l'Italie. Alors, c'est arrivé avec les premiers colons. Et à l'époque de nos mères, ils brodaient les trousseaux de jeunes filles, les belles nappes Richelieu. Il y a aussi les communautés religieuses qui enseignaient aux jeunes filles, qui brodaient les vêtements sacerdotaux. Et le cercle des fermières, le cercle des fermières qui a pris le relais par la suite. Et puis maintenant, on fait plus de broderie contemporaine
parce qu'on peut apporter notre créativité à ce moment-là. Moi, tu as raison. Ce que j'ai lu, en tout cas, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de tradition, sauf peut-être pour les Premières Nations, où Oui. on voit qu'il y a beaucoup de billes, puis de couleurs, puis c'est très coloré. Ils portent ça sur leurs vêtements traditionnels, mais je pense de mémoire que ça vient aussi. C'est les colons français qui ont apporté ça, puis qui leur auraient... Ben, je sais pas, il faudrait que je vérifie, là, ma mémoire me fait défaut, mais j'ai aussi vu sur le site de l'ONF un splendide documentaire où on voit que pendant à peu près 2 siècles, les Ursulines ont apporté ici une tradition de broderie d'art d'une virtuosité remarquable, surtout sur les parements d'église. C'est absolument fabuleux. Je pense que tu en as vu, toi, Louise, hein? Au musée? Au musée des Ursulines, oui. Il y a une belle collection. Je pourrais laisser l'adresse de ce documentaire-là qui s'appelle La broderie d'art chez les Ursulines, 1640 à 1880. Excellent. Est-ce que vous avez une technique préférée, un point préféré? Pas vraiment. J'aime explorer différentes techniques et de composer avec ça. Ben, moi, je fais surtout de la broderie traditionnelle. Puis je peux plus dire les points que j'aime pas. C'est bon. Mais disons que quand il y a beaucoup de remplissage au point de nœud, je C'est trouve long. c'est plus difficile parce que je fais des nœuds. Mais c'est ça. Puis le point de bouclette, je l'aimais pas au début, mais j'ai appris. Je me suis réconciliée avec le point de bouclette. Toi, Louise, t'en as pas un point que t'aimes mieux? Pas vraiment. C'est très variable. Ben, t'es fait tous. C'est ça. Et tous bien, en plus. Ouais, c'est ça. On brode souvent sur du coton, sur du lin, mais on peut aussi broder sur d'autres matières. Je sais que vous brodez sur du tulle, notamment sur du cuir. Là, j'ai une vraie question pour vous. Est-ce que le choix de la matière influence-t-il la technique ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est la matière qui va dicter le point? En fait, les deux sont possibles. Si j'ai une idée de broderie que je veux réaliser, je vais choisir le matériel en conséquence. Et si, par contre, je vois un beau tissu qui m'interpelle, bien là, je vais choisir la broderie qui va mettre le tissu en valeur. Oui, puis tu as préparé quelque chose, une petite surprise aussi. Mm-hmm. On pourra montrer ça. Il y a même une broderie sur papier. Ouais. Ouais. On la me prendra en photo à la fin. Ah, OK, excuse-moi, je pensais que tu voulais le dire là. Ah non. OK, parfait. Ben, on va couper puis on va monter ça. Oui, il n'y a aucun problème. Ben, moi, jusqu'à présent, j'ai brodé sur du lin, du coton, mais j'aimerais ça essayer d'autres supports aussi parce que j'aimerais faire de la soie, sur du papier, sur des feuilles d'arbres, que j'ai fait du cuir de feuilles, puis je voudrais essayer ça, sur des photos. Puis j'ai vu des photos dans mes livres de broderie dans l'art contemporain, des artistes qui brodent sur des tranches de pain, sur des bananes, sur des avocats, sur du bois. Il n'y a pas de limite au support qu'on peut prendre pour la broderie. Ah, c'est incroyable. Oui, vraiment. Sur la banane, j'avoue que je suis quand même surprise. Oui, c'est ça. On pourra voir ça tantôt. C'est bon. La broderie impose une espèce de lenteur radicale quand vous le faites. Comment vous gérez justement ce rapport au temps quand vous êtes dans votre atelier? Parce que tout va très vite en ce moment dans le monde. Donc, comment vous gérez justement ce retour à vous? Ben, c'est vrai qu'on est dans une culture du tout de suite. Puis la broderie, c'est l'école de la lenteur et l'école de la patience. Au début, moi, je pensais que j'allais voir le résultat bien vite, mais j'ai compris que pour faire quelque chose de beau, ça prend le temps que ça prend. Puis on peut pas se dépêcher quand on brode parce qu'on va faire des erreurs. Puis comme je suis maintenant à la retraite, ben je suis plus dans la performance comme avant. Puis ça, c'est reposant, je trouve. Puis quand je m'installe pour broder, je me donne le droit de pas être productive selon les standards de la société, mais d'être à mon propre rythme. Et sans culpabiliser, surtout, de prendre ce temps-là pour moi. C'est juste comme une bulle de créativité pour mon propre plaisir. Toi, Louise, comment tu vois ça? Moi aussi, quand je brode, je n'ai pas à gérer le facteur temps parce que je me donne le droit de prendre mon temps. C'est un moment de détente, de créativité. Fait que justement, je me permets de prendre mon temps.
Puis là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ou dans votre cœur au moment où ça devient fluide? Parce qu'on s'entend que quand on apprend à broder, on a de l'apprentissage, justement, donc il y a une courbe d'évolution. Mais une fois que ça devient fluide, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez la tête vide? Est-ce que vous avez la tête pleine? Moi, je trouve que c'est comme une méditation. Même si j'ai des pensées, elles défilent, mais je m'y attarde pas. Ce qui est important, c'est de constater le fil qui se couche sur la toile. C'est de voir les couleurs, la forme des motifs, puis la lumière qui s'en dégage. Alors, c'est une sorte... ça mène une émotion de bien-être, d'harmonie et de détente. Puis ça paraît, tu brodes des belles choses. Mais moi, la broderie, ça m'oblige à décrocher. Parce que tu peux pas scroller sur ton iPhone pendant que tu brodes. Puis comme dit Louis, c'est une forme de méditation active, la broderie. Moi, ça m'apporte un grand calme intérieur aussi, comme Louise. Puis au début, j'étais super concentrée. Je surveillais mes doigts, puis j'avais peur de me tromper. Puis quand tu prends de l'assurance, justement, quand le flow arrive, ben là, le stress tombe. Puis des fois, le fil fait des nœuds. Puis ça fâche. Puis on apprend à le défaire, puis surtout à pas s'en faire avec ça, parce que souvent, on fait des erreurs, c'est normal, puis il y a juste moi qui vois les erreurs dans mon travail, personne ne les voit, puis c'est ça fait partie de la vie de faire des erreurs, dans le fond, fait que je me dis, ben c'est ça, ça demande de l'humilité aussi, de la broderie. Oui, puis moi, je peux même dire, pour certaines broderies que j'ai terminées, je peux me rappeler dans quelle émotion j'étais quand j'ai brodé cette broderie-là. Oui, si t'étais heureuse ou triste ou... Oui, qu'il y avait un événement. Oui, ben Ouais. c'est vrai parce qu'on peut sentir notre état intérieur en brodant. Moi, si je suis plus stressée, mon fil va être plus tendu. Puis si je suis plus relax, le fil va être détendu. C'est ça. Puis peut-être même le lieu où vous faites la broderie. Absolument. Si vous faites de la broderie Aussi. voyageuse, ça peut être aussi très inspirant, j'imagine. Oui. Absolument. Louise, tu formes la relève avec patience depuis des années. Comment Métier et Tradition, justement, te permet à travers ces gestes humains, vraiment, de rester plus important que n'importe quelle machine aujourd'hui? Bien, chez Métier et Tradition, les artisans, on est comme une grande famille. Alors, c'est le geste de créer qui est important. Il y a de l'amour dans ce geste-là, il y a de l'histoire, il y a un patrimoine, il y a une passion. Alors ça, aucune machine peut rivaliser avec ça. Oui. Mais moi, je dirais que la pertinence humaine, elle vient justement de la rencontre. Il y a aucune transmission avec une machine. Puis, ce que Louise fait avec ses élèves, comme tous les artisans de métiers et traditions, en fait, c'est du patrimoine vivant, justement. Puis c'est important de le garder vivant puis de le mettre en valeur, tous ces savoirs-là. Louise, on peut dire qu'elle met l'étincelle, puis métier et tradition, il entretient le foyer pour que la flamme, elle s'éteigne jamais. C'est beau, ça. Est-ce que la matière qui dit que le point ou l'inverse? Les deux sont possibles. Si j'ai une idée de broderie que je veux réaliser, je vais choisir le tissu adéquat pour la réaliser. Il m'arrive qu'un tissu m'interpelle à ce moment-là, je vais utiliser la technique pour mettre mon tissu en valeur. On peut aussi broder sur différents matériaux tels que le cuir ici. Il y a les végétaux, le papier. Ça pourrait être une photo. Alors, on a beaucoup de choix. T'en as fait sur du tulle aussi. Oui, exact. Puis ça, c'est quel type de broderie? C'est du glazing, très coloré. Le bouti de la Provence. Sur ruban aussi, hein? Broderie au ruban. La suédoise. Dentelle à l'aiguille. Ça, c'est beau aussi. Mm-hmm. C'est quoi? C'est la dentelle Renaissance. Ouais. En fait, on sent à travers votre échange que Louise te transmet, Nancy, beaucoup plus que les techniques de broderie. De quelle façon, justement, encore une fois, Métier et Tradition soutient ce maillage-là? Puis comment, toi, tu te vois éventuellement un prochain maillon aussi de transmission? Bien, ce que Métier et Tradition a changé pour moi, c'est de m'ancrer dans une communauté de femmes. Puis c'est là que leur rôle est essentiel parce qu'ils nous envoient
en nous offrant un lieu puis une structure très solide, Métier et Tradition nous envoie un message clair. Ce qu'on fait, ça a de la valeur. C'est pas juste un petit passe-temps de salon, de madame. C'est un métier d'art. Puis on sent qu'on porte une histoire quand on brode. On apprend les gestes de toute une longue lignée de femmes qui étaient là avant nous, les religieuses dont on parlait tantôt, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Puis, je pense qu'on pourrait dire qu'on devient à notre tour une gardienne de la tradition en les apprenant ces savoir-faire-là. Puis moi, j'ai appris à l'âge adulte, mais j'ai l'intention de le montrer à ma petite fille de 3 ans et demi, Lucilou. J'ai un petit kit pour enfants qu'on a commencé à faire, puis ça me tient vraiment à cœur de faire ça. Je pense que pour toi aussi, hein, Louise? Oui, absolument. J'ai commencé avec mes 2 petites filles aussi. C'est quand même long, mais on prend le temps d'expérimenter. Ben oui, parce que moi, j'aimerais ça qu'un jour, elle dise, moi, c'est ma grand-mère qui m'a montré à broder. Et de toute façon, dans une transmission comme ça de patrimoine immatériel, ça ne se fait que par le savoir, le toucher, la parole. Donc, je pense que en tant qu'herboriste, de semer des petites graines autour de vous, ça va juste permettre à de nouvelles brodeuses, futures brodeuses, de prendre de l'éclat. Ben oui, de fil en aiguille. En effet. La broderie se perdra pas. C'est ça. Puis là, on en parlait tantôt, on disait que la broderie, c'est vraiment, il y a une infinité de possibilités. En fait, il y a la broderie plus traditionnelle, mais il y a aussi une forme de broderie qui peut être beaucoup plus moderne. On parlait des bananes, mais on parlait aussi du cuir. Qu'est-ce qui est plus contemporain, selon vous, dans la broderie, par la photo, la mode? On s'entend que c'est un moyen d'expression artistique immense, la broderie. Puis vous, d'un point de vue vraiment contemporain, comment vous le voyez aujourd'hui? Je verrais qu'une broderie plus épurée, plus minimaliste, avec différents matériaux aussi, comme le cuir, le papier, des végétaux, une photo. Et c'est là qu'il y a plus de créativité. Oui. Moi, je dirais que quand on commence à s'intéresser à la broderie dans l'art contemporain, on réalise qu'il y a tout un mouvement qui exploite ce médium-là actuellement. C'est dans l'air du temps. Puis sur Instagram, moi, je suis beaucoup d'artistes brodeuses. Puis c'est impressionnant de voir jusqu'où peut aller l'expression artistique. Puis d'un autre côté, il y a aussi toute la broderie engagée, féministe, qui propose des messages politiques à travers leur œuvre. Puis je pense entre autres à une artiste ukrainienne qui brode des textes avec des lettres comme des coulées de sang, le fil qui pend. C'est percutant, tout ce qu'on peut voir. J'en ai vu aussi au Mexique, dans un rassemblement de femmes. Ça existe vraiment beaucoup. Oui, donc c'est aussi un autre médium pour faire passer des messages très forts. Exactement. C'est intéressant. Si vous aviez toutes les deux le pouvoir de déposer un seul geste ou une seule valeur dans les mains de la prochaine génération pour que l'aventure de Métier et Tradition perdure encore les 35 prochaines années, ça serait quoi? Pour moi, ça serait la passion. C'est de laisser parler votre cœur à travers la broderie. Si j'ai un exemple à donner, ça serait au festival Métier et Tradition. Il y a une dame qui admire mes broderies. Alors, je lui ai fait la démonstration d'une broderie relativement facile. Puis je lui dis qu'elle serait sûrement capable de la faire. Elle n'est vraiment pas convaincue parce qu'elle n'a jamais tenu une aiguille dans ses mains. Alors, je la rassure. Elle suit mon premier cours. La main tremble, mais par la suite, elle termine et elle a suivi toutes les formations que j'ai données. C'est son projet de retraite. Alors, avoir la passion, c'est vraiment, je trouve, le fondement. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je déposerais dans les mains des prochaines générations, ce serait la fierté du geste. Parce que prendre le temps de fabriquer quelque chose de ses propres mains, ça devient un geste de résistance par rapport au numérique, par l'intelligence artificielle, je trouve. Puis, je leur donnerais l'élan puis la confiance de dire, c'est moi qui l'ai fait. Ça m'a pris 50 heures, puis j'en suis bien fière. C'est ça que je ferais, moi, parce que c'est vrai que c'est important de maintenir ça. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à toi, Maureen. Puis moi, j'invite tout le monde à venir sur des cours avec Louise. Allez voir, c'est épatant. On va s'amuser. Oui.